Dans cette vidéo et dans les suivantes, nous allons présenter une introduction aux nombres complexes, c'est-à-dire un cours qui traite de cette notion de nombre complexe en partant de zéro. Ce cours s'adresse tout d'abord aux personnes qui sont curieuses des mathématiques de façon générale, bien évidemment. Il s'adresse aussi à d'éventuels lycéens qui voudraient découvrir cette notion par le biais de ces vidéos. Et puis enfin et surtout, il s'adresse aux étudiants en Bac+1 qui n'ont pas vu les nombres complexes au lycée ou alors qui l'ont vu mais qui ont un petit peu oublié, en tout cas qui ont envie de se mettre à niveau sur cette notion pour avoir les bases et pour pouvoir envisager des études scientifiques. Puisque, oui, en fait, vous en apercevrez vite si jamais vous faites des sciences, les nombres complexes, ils sont utiles dans plein de domaines. Alors en mathématiques, bien évidemment, ils sont très très utiles en algèbre, mais pas seulement. En fait, on les retrouve dans absolument tous les domaines des mathématiques. Et puis, on les retrouve aussi dans de très nombreux domaines en physique ou en sciences de l'ingénieur, puisque, notamment, ils sont assez incontournables dans tout ce qui concerne les phénomènes ondulatoires. Alors, ces vidéos vont présenter sur les nombres complexes ce qu'on pourrait appeler un kit complet, puisque d'abord, il y aura les cours en vidéo. Ça va vraiment être un cours, ce ne sera pas seulement des vidéos de sensibilisation au sujet, ce sera quelque chose de scolaire avec des théorèmes, des définitions. Il y aura aussi un polycopier de cours que vous pourrez télécharger gratuitement, on mettra le lien dans la description. Et puis enfin, vous verrez des petits exercices tout au long des vidéos pour s'entraîner. Donc c'est des vidéos qu'il s'agit, à mon avis, de faire en ayant sous la main un papier et un crayon. Je précise que le point de vue qu'on utilisera dans ces vidéos sera un point de vue moderne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas du tout traiter de l'histoire des complexes, de leur place dans l'histoire des sciences, mais uniquement du point de vue qu'on peut avoir sur eux aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le sujet, on peut dire en gros ce que va être le programme de ces vidéos. Donc tout d'abord, la définition de l'ensemble des nombres complexes et de toutes les opérations algébriques, addition, produit, etc. Qu'on fait sur ces nombres complexes. Ensuite, la notion de module, d'argument, l'exponentiel complexe et en fait tout ce qui tourne autour de la notion de forme trigonométrique, la conjugaison bien sûr, le lien entre les nombres complexes et les transformations géométriques, et enfin on dira un mot des équations dans les nombres complexes puisque en fait vous le verrez, un des intérêts des nombres complexes, c'est bien de résoudre des équations. Mais bon, tout ça, c'est assez lointain. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au premier point, c'est-à-dire à la définition des nombres complexes. Si on veut comprendre ce qu'on veut quand on construit l'ensemble des nombres complexes C, il faut en fait un petit peu revenir à l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels. Les nombres réels, c'est des nombres qu'on représente sur une droite traditionnellement, et le plus souvent, c'est une droite qu'on choisit horizontale. Et l'ensemble R, il est muni d'opérations algébriques, plus, moins, fois, divisé. Le fait de représenter, de placer les nombres réels sur la droite, nous permet d'interpréter ces opérations algébriques justement comme des opérations sur les points de cette droite. Par exemple, l'opération 1 plus 2 égale 3, on peut la voir en se disant que si jamais on prend les deux points de la droite qui sont ici et qu'on fait leur somme, le résultat nous donne un troisième point de la droite. Même chose, l'opération 4 fois moins 1 est égal à moins 4, on peut la voir comme étant le produit de ces deux points-là donne ce point-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on construit les nombres complexes, on veut faire exactement la même chose, mais non pas avec uniquement les points d'une droite, mais avec les points du plan. Ce qu'on veut pouvoir dire, c'est quelque chose du type, on peut prendre deux points du plan, faire leur somme, et que le résultat nous donne un troisième point du plan. Ou encore, pouvoir prendre deux points du plan, faire leur produit, et que le résultat de ce produit nous donne de la même manière un troisième point du plan. Donc, quels sont nos objectifs? Premier objectif, c'est donc de créer un ensemble C qui représente les points du plan et de munir cet ensemble C d'opérations algébriques, plus, moins, fois et divisé. Ensuite, ce n'est pas notre seul objectif. On veut pouvoir dire que l'ensemble R est inclus dans C, pour pouvoir dire que l'ensemble des nombres complexes est une extension de l'ensemble des nombres réels. Alors ça, en fait, c'est un objectif qui est très simple à réaliser, puisqu'on a vu que l'ensemble des nombres réels, on pouvait le représenter par une droite horizontale. Il suffit de dire que dans le plan, cette droite horizontale, elle est ici. Regardez le schéma, on n'a qu'à dire que l'ensemble des réels, c'est l'axe des abscisses. Comme ça, c'est fait, R est bien inclus dans C. Enfin, troisième objectif, en fait, on veut un peu plus que juste R inclus dans C. On veut pouvoir dire que les opérations algébriques sur C sont des prolongements des opérations algébriques qu'on a déjà définies sur R. Ce que je veux dire, c'est qu'il est hors de question de définir ici des opérations sur C
qui n'auraient rien à voir avec les 4 opérations qu'on connaît déjà sur R. Typiquement, on veut pouvoir dire que, par exemple, quand on prend deux réels x, y, ce fameux produit ici, x fois y, qu'on va définir sur les complexes, eh bien, il nous donne le même résultat que le produit qu'on avait déjà défini sur R. Et on veut que cette propriété soit vraie pour les 4 opérations algébriques. Alors, puisqu'il va être question des points du plan, eh bien, parlons-en. Un point du plan, si jamais on le représente ici, et qu'on se pose la question de comment le représenter mathématiquement, eh bien, une façon de faire, c'est de fixer une origine sur le plan, des axes orthogonaux, et donc de considérer qu'un point du plan, c'est la donnée de son abscisse, qu'on peut noter ici petit a, et de son ordonnée petit b, de sorte que ce point, c'est en fait un couple de réels. Alors, on peut noter ce couple avec une virgule de cette manière-là, ou encore en colonne de cette façon-là, c'est exactement la même chose. Nous, d'ailleurs, on privilégiera plutôt la notation en colonne. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'un point du plan, on peut le voir comme un élément de R2, c'est-à-dire comme un couple de réels. On peut aussi le voir comme un vecteur. Quelque part, un vecteur du plan, qu'est-ce que c'est? Mais c'est également la donnée d'un couple de réels AB. Donc formellement, c'est la même chose. En fait, qu'on représente un objet par un point qu'on écrit sur la feuille ou comme une flèche qu'on va tracer, c'est juste visuel si vous voulez. Formellement, mathématiquement, c'est exactement la même chose, à savoir un couple de réels. Cela dit, l'intérêt qu'on a à le voir comme un vecteur, c'est que quand on est dans le plan et qu'on considère les vecteurs, eh bien, on peut tous les exprimer à l'aide des deux vecteurs de base qui sont premièrement le vecteur qu'on note souvent E1 et qui est le vecteur de coordonnées 1, 0, donc son abscisse c'est 1 et son ordonnée c'est 0, là que vous avez sous les yeux. Et puis le deuxième vecteur qu'on appelle E2 et qui est égal à 0, 1. C'est donc un vecteur qui part au contraire dans la direction verticale. N'importe quel point du plan, comme par exemple là vous voyez le point 3, 2, d'abscisse 3 et d'ordonnée 2, n'importe quel point du plan, donc n'importe quel vecteur, va pouvoir s'écrire comme une combinaison de ces deux vecteurs. Vous voyez, 3, 2, lui, il va être égal à 3 fois E1 plus 2 fois E2. Alors, ça se voit très bien géométriquement, puisque quand on fait la somme vectorielle sur le dessin 3 fois E1, donc E1 plus E1 plus E1, et puis qu'on rajoute 2 fois E2, donc plus E2 plus E2, bah oui, en fait, on obtient bien notre vecteur ici, 3, 2. Mais en fait, regardez, c'est tout simple, c'est juste purement algébrique. 3, 2, on peut toujours l'écrire comme étant 3 fois 1, 0, plus 2 fois 0, 1. OK. Ce qu'on est en train de comprendre, c'est que n'importe quel vecteur AB de R2, on peut toujours l'écrire comme étant petit a fois E1 plus petit b fois E2. Cette écriture va énormément nous intéresser pour définir ce qu'est un nombre complexe. C'est ça notre point de départ. Mais simplement, on va opérer deux simplifications dans notre façon de noter les choses. Là, suivez bien. La première simplification, elle va concerner le premier terme, a fois E1. On va décider de le noter tout simplement petit a. En fait, en prenant cette décision, c'est ici qu'on est en train de décider que dans le plan, on fait l'amalgame entre l'axe des abscisses et l'ensemble R. C'est-à-dire qu'on est en train de considérer qu'un vecteur du type x fois E1, eh bien c'est la même chose que le réel x. En fait, moralement, ça consiste à faire l'amalgame entre d'une part le vecteur E1 et d'autre part le réel 1. Voilà pour la première simplification de notation. Ensuite, deuxième simplification, elle va concerner le vecteur qui jusqu'ici on a noté E2. Ce vecteur, on va le noter plus simplement petit i. Donc, bien comprendre que du coup, par définition, l'objet i, c'est ce point du plan. Ce point du plan ou ce vecteur, peu importe la façon dont on le voit, il est situé à cet endroit-là. Si jamais on adopte ces deux simplifications de notation, alors notre point AB, il va donc s'écrire de cette façon-là. Petit a plus b fois i. Ou encore a plus ib. C'est comme vous voulez, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est ça qu'on appelle un nombre complexe. En fait, un nombre complexe, c'est tout simplement un point du plan que l'on a noté en utilisant ce système de notation. Ça nous amène naturellement à cette définition. Un nombre complexe z est un point AB du plan que l'on note de cette façon-là, a plus i fois b. C'est un système de notation qui est vraiment très simple. Regardez, imaginons qu'on représente le plan. On a donc le nombre complexe 1 qui est ici, qu'on peut écrire comme étant 1 plus 0 fois i, mais bon, on le note juste 1. Le nombre complexe i, il est ici, comme on l'a vu. Et puis, par exemple, si jamais on regarde le point du plan d'abscisse 3 et d'ordonnée 2,
eh bien c'est donc le nombre complexe 3 plus 2i. Par ailleurs, le point du plan d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 2, c'est le nombre complexe moins 1 moins 2i, tout simplement. Autre point complexe intéressant à placer parce qu'ils sont remarquables, on a le point moins i qui est ici, oui, il est d'abscisse 0 et donc d'ordonnée moins 1. Et puis également, bien évidemment, le nombre 0, hein, qu'on pourrait écrire comme étant 0 plus 0 fois i, mais qu'on note juste 0 et qui est donc l'origine de notre repère. Passons maintenant à quelques éléments de vocabulaire qui concernent les nombres complexes. Si jamais on se fixe a et b, deux réels, et puis un nombre complexe z qu'on écrit donc sous sa forme a plus ib, on va donc dire que z appartient à c. Vous voyez ici cette notation, ce c avec la petite barre, c'est la notation qu'on utilise pour désigner l'ensemble des nombres complexes. Et à partir de là, regardez bien, le nombre petit a, il porte un nom, il s'appelle la partie réelle de z, et on le note RE de z, de cette façon-là. Quant au nombre petit b, on l'appelle la partie imaginaire de z, et c'est noté im de z. Ce vocabulaire peut paraître surprenant. Alors partie réelle, à la limite, on comprend, mais pourquoi parler de partie imaginaire? En fait, c'est pour des raisons historiques. C'est du vocabulaire qui date de plusieurs siècles. Probablement, si jamais on décidait de ce vocabulaire aujourd'hui, on appellerait ça tout simplement abscisse et ordonnée, hein. Mais bon, c'est comme ça, le vocabulaire est resté, même si on a changé un peu de point de vue depuis le temps. C'est intéressant de voir aussi que c'est ce mot imaginaire qui a donné son nom au nombre complexe i. De là, maintenant qu'on a posé ce que vaut RE de z et image de z, on peut remarquer que donc par définition, n'importe quel nombre complexe z va toujours s'écrire comme étant sa propre partie réelle plus i fois sa partie imaginaire. Cette façon d'écrire un nombre complexe, elle porte un nom, elle s'appelle la forme algébrique de ce nombre complexe. Alors en fait, on se dit, pourquoi poser un nom à cette forme alors que pour le moment c'est la seule forme qu'on connaît, mais c'est qu'en fait vous verrez que plus tard il y a d'autres formes pour écrire un nombre complexe. Par ailleurs, autre élément de vocabulaire, si jamais la partie imaginaire d'un nombre complexe z vaut 0, alors ce nombre complexe est réel, hein, ça on en avait déjà parlé, mais si maintenant au contraire la partie réelle d'un nombre complexe z vaut 0, alors on dit que z est un imaginaire pur. Par exemple, eh bien, le nombre 7i est un imaginaire pur, ou encore le nombre moins 3i est un imaginaire pur. L'ensemble des imaginaires purs, il est noté i fois r, puisque c'est l'ensemble des nombres complexes qui sont du type i fois 1 réel. Donc là, bien comprendre sur le schéma que l'ensemble r, c'est 7 droites ici en noir, et l'ensemble i fois r, c'est 7 droites ici en rouge, l'axe des ordonnées. Bien comprendre aussi que si jamais vous prenez un nombre complexe au hasard, comme par exemple 3 plus 2i, ça n'est ni un réel, ni un imaginaire pur. Et par ailleurs, le seul nombre complexe qui est à la fois un réel et un imaginaire pur, eh bien c'est 0, puisque c'est le seul qui est à l'intersection de ces deux droites. On va terminer cette vidéo avec deux remarques. La première, c'est que si jamais on considère un nombre complexe, comme par exemple 3 plus 5i, écrit sous cette forme-là, qui s'appelle, je vous le rappelle, la forme algébrique, alors, la partie réelle de z ici, bon, c'est 3, et sa partie imaginaire, c'est 5, et non pas 5i. Ce que je veux dire par là, c'est que la partie réelle de z, c'est un réel, okay, mais la partie imaginaire de z, c'est aussi un réel. Voilà, c'est une remarque toute bête, mais parfois, ça va mieux en le disant. Deuxième remarque, c'est que si jamais on a deux nombres complexes, z1 et z2, alors dire que ces deux nombres complexes sont égaux, c'est complètement équivalent à dire qu'ils ont d'une part la même partie réelle et d'autre part qu'ils ont aussi la même partie imaginaire. C'est évident en fait, cette équivalence logique, elle signifie juste que deux points du plan sont égaux, si et seulement si ils ont à la fois la même abscisse et la même ordonnée. Ça signifie que par exemple, si vous êtes dans une situation où vous avez l'égalité ici de deux nombres complexes qui tous les deux ont été vraiment écrits sous forme algébrique, c'est-à-dire sous cette forme-là avec des réels à ces endroits-là. Alors, vous pouvez dire que cette égalité entre complexes est équivalente à dire que la partie réelle de celui de gauche, qui vaut ici 2x plus 1, est égale à la partie réelle de celui de droite, ici 8, et que d'autre part, la partie imaginaire de celui de gauche est égale à la partie imaginaire de celui de droite. Cette équivalence logique, elle porte un nom, elle s'appelle l'identification des parties réelles et imaginaires. Elle nous rappelle aussi que, moralement, un nombre complexe, eh bien, c'est tout simplement la donnée de deux nombres réels.